se retrouve pour la suite de notre histoire de France et aujourd'hui je vais vous parler des Mérovingiens. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous expliquer que maintenant donc, que les Romains ne sont plus en Gaule et que les Francs s'y sont installés, il ne faut pas imaginer qu'il y a une coupure totale, qu'il y a une rupture entre le monde romain et le monde franc. Il y a, les historiens le montrent bien aujourd'hui, de nombreux éléments de continuité. Alors pourquoi? C'est assez logique, ça tient à ce que je vous expliquais la dernière fois, à savoir que les invasions barbares se sont faites sur plusieurs siècles. Donc ça veut dire que avant que l'Empire romain s'effondre, il y avait eu déjà de nombreux échanges entre les barbares et les Romains. Et une des preuves les plus significatives de cet échange est la tombe du père de Clovis qui a été retrouvée. Et dans cette tombe, on trouve à la fois des éléments de la culture germanique, à savoir le fait de se faire enterrer avec ses armes par exemple, mais on y a retrouvé aussi une fibule. Et la fibule, vous savez, c'était ces agrafes qu'utilisaient les généraux romains pour tenir leur manteau de pourpre. Alors voyez comment déjà à la génération de Childéric, les Germains étaient déjà pétris de culture romaine. Alors ensuite, évidemment, l'héritage de Rome est flagrant au niveau de la religion, puisque Clovis va se convertir au christianisme, et se convertir à cette nouvelle religion était aussi une façon pour lui de s'inscrire dans la continuité de l'Empire romain. Et puis il y a le latin, parce qu'il ne faut pas oublier que certes, les peuples germaniques ont déferlé en Gaule, mais ces peuples vont perdre l'usage de leur langue germanique et ils vont adopter le latin. Et donc l'usage de cette langue est un héritage fort de l'Empire romain. Et puis une dernière chose, c'est que les barbares vont souvent revendiquer le fait qu'ils sont les nouveaux empereurs romains. Clovis, par exemple, à la fin de ses conquêtes, va accepter le titre honorifique de consul honoraire. Donc voyez comment finalement, entre le monde franc et le monde romain, il y a davantage une continuité qu'une rupture. Alors maintenant, avec Clovis, commence la dynastie des Mérovingiens. Mais finalement, qui c'est les Mérovingiens ? Les Mérovingiens sont les descendants de Clovis. Et la dynastie mérovingienne, ce sont donc les premiers rois qui ont régné sur la France. Alors si ces premiers rois étaient descendants de Clovis, pourquoi ne parle-t-on pas de dynastie clovicienne ? Tout simplement parce que Clovis avait donc un père qui s'appelait Childéric et un grand-père qui s'appelait Mérové. Les historiens ne savent pas vraiment si ce Mérové a existé, mais toujours est-il que c'est lui qui va donner son nom à la descendance de Clovis et on parlera donc de dynastie mérovingienne. Alors, quelles sont les grandes étapes des Mérovingiens? La première étape, je vous l'ai racontée donc la dernière fois, ce sont les conquêtes de Clovis, mais maintenant, quelle est la suite? Lorsque Clovis meurt, son royaume va être partagé, puisque les Francs avaient donc cette tradition qui voulait que les conquêtes d'un roi étaient assimilées à une propriété privée. Donc quand il mourait, son royaume était partagé en autant de fils mâles. Clovis a 4 fils, donc le royaume franc est partagé en 4. Il y aura désormais le royaume de Reims, le royaume de Soissons, le royaume de Paris et le royaume d'Orléans, avec donc chacun une capitale assez proche les unes des autres pour que les frères puissent communiquer facilement. Alors certes, il y a 4 royaumes séparés, 4 entités, mais le royaume franc continue à être un. Il y a 4 sous-royaumes, on pourrait dire, mais un seul royaume franc. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais du partage de l'Empire romain, donc avec la partie occidentale et la partie orientale, je vous expliquais qu'il y avait 2 empereurs, mais qu'il n'y avait qu'un seul empire. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc les fils de Clovis vont agrandir le royaume, ils vont conquérir de nouveaux territoires. Ils vont d'abord conquérir la Thuringe à l'est, puis le royaume des Burgondes, et puis la Provence. Et la conquête de la Provence va leur ouvrir les portes de la Méditerranée, ce qui va faciliter le commerce. Les fils de Clovis meurent les uns après les autres, si bien qu'en 558, le dernier survivant de la fratrie, Clotaire Ier, va régner seul sur un royaume franc unifié, comme Clovis avait pu le faire auparavant. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque 3 ans plus tard, il meurt et le royaume franc est à nouveau partagé. Et là, on va rentrer dans une période de trouble, de rivalité, où les descendants de Clovis, donc les rois francs, vont
se faire une véritable guerre civile entre eux. Et cette période de trouble, en général, est symbolisée par l'opposition entre deux reines, Frédégonde et Brunehaut. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette période, puisqu'elle nous ferait perdre le fil de l'histoire de France, mais retenez que c'est à ce moment-là que les 4 royaumes dont je vous parlais tout à l'heure, le royaume de Reims, le royaume de Soissons, de Paris et d'Orléans, vont changer de nom. Désormais, on parlera d'Austrasie pour la région qui se situe à l'est du royaume, de Neustrie pour la région nord-ouest qui englobe Paris et la Normandie, de Burgondie, qui deviendra plus tard la Bourgogne, et d'Aquitaine. Alors les 3 premières régions, l'Austrasie, la Neustrie et la Burgondie, sont dirigées par des rois francs. L'Aquitaine est un territoire un petit peu particulier, puisqu'elle est bien sous l'autorité des Francs, mais elle est dirigée par un duc. Et paradoxalement, donc c'est au sortir de cette guerre civile que l'histoire des Mérovingiens va trouver son apogée grâce à un règne important d'un roi très célèbre que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le roi Dagobert. Au départ, Dagobert est roi d'Austrasie, mais très vite il va s'imposer aux 2 autres régions, la Neustrie et la Burgondie, et il va régner seul sur le royaume des Francs. C'est un roi qui sait s'entourer, puisqu'il va choisir 2 grands ministres, Saint-Éloi qui va être ministre des Finances et Saint-Ouen ministre de la Justice, et avec eux, il va travailler à l'unité du royaume. Il va d'abord chercher à centraliser au maximum le pouvoir royal, et il va chercher à uniformiser la justice dans tout le royaume. Gardez en tête aussi que c'est un roi qui cherche à former les élites de demain, entre guillemets, puisqu'il fait venir au palais les enfants de l'aristocratie pour qu'elles s'initient à leurs futures charges administratives. Et je rajoute une dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est à la même période qu'en Arabie est en train de naître une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Et c'est bien de garder ça dans un coin de sa tête, puisque ça aura des répercussions dans les années à venir sur l'histoire de France. Quand Dagobert meurt, en 639, on entre dans une phase de déclin de l'histoire des Mérovingiens. Alors pourquoi? La première raison est que ces partages qui surviennent à chaque fois qu'un souverain meurt divisent le royaume, engendrent des rivalités et des conflits qui n'en finissent pas. Et la deuxième raison, qui est la plus importante, est que les rois mérovingiens vont progressivement perdre de leur pouvoir. Pour les 50 dernières années, on parle de rois fainéants. Alors le terme fainéant n'est pas très adapté, disons que ce sont des rois qui sont souvent très jeunes, malades et faibles, et ils vont perdre leur pouvoir au profit de leur premier ministre que l'on appelle le maire du palais. Et il se trouve qu'en Austrasie, la fonction de premier ministre est accaparée par une famille qui se transmet cette charge de père en fils, et c'est cette famille puissante de maire du palais qui va renverser le dernier roi mérovingien en 751 et prendre sa place. Que faut-il retenir de tout ça? La première chose est que les fils de Clovis vont reprendre la politique de conquête de leur père et agrandir le royaume franc. La deuxième chose à retenir est le règne de Dagobert. C'est un roi qui est peu connu, qui a assimilé à une chanson enfantine qui ridiculise la royauté. Pourtant, c'est un roi important qui symbolise l'apogée de l'histoire des Mérovingiens. Et la dernière chose à retenir, et qui est capitale, c'est que les rois mérovingiens vont progressivement perdre leur pouvoir au profit de leur premier ministre, le maire du palais. Et c'est une famille puissante de maire du palais qui va renverser la dynastie des Mérovingiens et prendre sa place. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite comme d'habitude à aller sur mon site www.simplehistoire.com si vous voulez lire mes articles, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer à recevoir les vidéos sur l'histoire de France. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao.